Ce n'était pas une simple tentative de voler un avion militaire russe. Ce qui se préparait pouvait mettre le monde au bord d'une escalade majeure. Aurait pu si le FSB n'avait pas intercepté l'opération. La cible, l'équipage d'un avion de chasse MiG-31, l'un des appareils les plus redoutables de l'aviation russe. Un pilote et un navigateur. Les deux ont été approchés séparément. Dans le premier cas, c'est un employé de Bellingcat, un certain Sergei Lugovskoy, qui entre en scène, proposant d'acheter des informations anonymes, payées sur une carte bancaire personnelle. Serait-il possible de te payer la rémunération sur ta carte, au lieu de ton portefeuille crypto? C'est juste que notre compte que je t'ai indiqué est parfois bloqué ou fonctionne mal. Ce serait plus facile pour moi. Quand une opération secrète est payée comme une commande Uber, quelque chose cloche. Mais quand on connaît les objectifs de cette opération, le puzzle devient clair. Je pense que le but du contact était de me compromettre afin d'utiliser ensuite ces informations dans l'intérêt des services de renseignement. Ainsi, au cours de l'un de nos échanges, Sergueï m'a proposé une rémunération en contrepartie d'informations d'ordre militaire. L'argent devait être viré sur ma carte bancaire personnelle. J'ai refusé toute poursuite du dialogue et toute évolution de ce contact. Le pilote coupe le contact, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La pièce maîtresse devait être le navigateur. Lui continue à écrire sous contrôle du FSB, bien sûr. Cette fois, un autre interlocuteur apparaît, Alexandre. Le premier message arrive par email. Un ton faux bienveillant. Il est temps de changer de vie. Et des numéros anglais et polonais pour joindre les amis. En cas de détournement réussi de l'avion, une somme d'1 million de dollars m'a été proposée. Par la suite, en cas de remise de l'appareil avec le missile Kinjal, ce montant aurait été porté à 3 millions de dollars. Il m'a également été proposé la nationalité d'un pays occidental. Ensuite, le navigateur russe reçoit des photos de billets, des promesses de nouvelle vie en Occident. Sauf qu'il y a un détail très important. Voler un MiG-31, ce n'est pas voler une Renault. Encore fallait-il le faire depuis le siège arrière. C'est là où siège le navigateur dans un MiG-31. Mais selon les instructeurs, tout était simple. Première étape, neutraliser le commandant. Ils voulaient que je mette une substance toxique sur le masque à oxygène du commandant ou que je brise la cloison en verre pour le neutraliser d'une manière ou d'une autre. Mais le navigateur ne sait pas forcément piloter un MiG. Il le dit clairement. Mais pas de problème, affirment les coordinateurs. Ils mettent dans le jeu un pilote de l'armée ukrainienne censé lui apprendre à atterrir par téléphone. Tu restes seul dans le cockpit. Ta sécurité en dépend. Tu dois au minimum faire atterrir cet avion. On peut tout apprendre à distance. Recruter un navigateur pour voler un MiG-31, c'est un peu comme embaucher un plombier pour faire de la neurochirurgie. Tout devient clair et net quand apparaît le plan de fuite. Le détournement de l'avion MiG-31 était prévu lors d'un vol au-dessus de la mer Noire. Lors de la planification de l'itinéraire, Alexandre a proposé d'effectuer une approche vers l'aérodrome situé dans la région d'Odessa, en passant par l'espace aérien roumain au-dessus de la ville de Constanta. Le scénario était le suivant. Un MiG-31 équipé de missiles Kinjal devait entrer dans l'espace aérien de l'OTAN, direction Roumanie, puis se poser à Odessa. Sauf que la vraie valeur n'était pas l'avion, ni même le navigateur. Le but, c'était la violation de l'espace aérien de l'OTAN, le casus belli. Peu après, on a obtenu des données confirmant les conclusions selon lesquelles le véritable objectif des services de renseignement britanniques et ukrainiens était une provocation, consistant à diriger un MiG-31 russe avec un missile Kinjal à son bord dans l'espace aérien d'un des pays européens de l'OTAN et à le faire détruire par la défense anti-aérienne du bloc. Selon leur plan, tout devait se dérouler au-dessus de la Roumanie, près de la ville de Constanta. Et même en supposant que le navigateur sache piloter, ce qui est déjà un compte, atterrir depuis le siège arrière est physiquement impossible. Effectuer un atterrissage depuis la place arrière n'est pas prévu par le manuel de vol. Donc, en cas d'urgence, le navigateur, pour sauver la vie des membres de l'équipage, doit actionner le système d'éjection. L'atterrissage est impossible car il conduirait inévitablement à une catastrophe. Et là, tout s'aligne. Un MiG russe armé pénètre agressivement dans l'espace aérien de l'Alliance. Les forces aériennes de l'OTAN réagissent par nécessité. L'avion est abattu. Et le lendemain, le monde se réveille dans une crise d'une autre dimension. Qui orchestre la manœuvre? Pour le FSB, aucun mystère.
L'agent secret a pratiquement cessé de dissimuler ses liens avec la direction principale du renseignement ukrainien. Pour se donner de l'importance, il a prétendu que l'opération de détournement de l'avion était sous contrôle non seulement de hauts responsables ukrainiens, mais aussi de leurs parrains britanniques. Une provocation déguisée en simple tentative de vol. Le ministre russe des Affaires étrangères a commenté les révélations du FSB. Je ne sais pas comment les Britanniques vont se sortir de cette situation, bien que leur capacité à toujours s'en sortir indemne soit bien connue. La réponse n'a pas été seulement diplomatique. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, les forces aérospatiales russes ont frappé le centre principal de renseignement radioélectronique ukrainien à Brovary, puis une base aérienne dans la région de Khmelnytsky, où sont stationnés les fameux F-16. L'opération ukraino-britannique a finalement échoué. Mais la question essentielle reste, jusqu'où ces pays sont prêts à aller et à quel point le pire a été évité par quelques personnes qui ont gardé la tête froide.